Chers auditeurs, bonsoir. Nous ouvrons avec vous, oui, avec vous, puisque vous pouvez contacter la station pour nous faire part de vos remarques, ce nouveau libre journal de l'éducation en partenariat avec l'ICEP, l'Institut des sciences sociales, économiques et politiques, qui a son principal campus à Lyon, mais aussi pour la formation continue à Paris. Bien sûr, les inscriptions sont closes pour cette année, mais en attendant, vous pouvez télécharger l'application de l'ICEP qui s'appelle l'Amphithéâtre, sur laquelle vous avez plus de 200 vidéos. Ce sont des résumés, disons, d'un quart d'heure, 20 minutes, animés par les professeurs de l'ICEP. Ce sont des cours en ligne, si vous voulez, et vous pouvez vous offrir ça pour 7 € par mois. Ça va encore, hein, ça fait 3 cafés, quoi, à peu près. Alors, comme nous le savons, cette nouvelle Sciences Po est appelée à remplacer l'ancienne. Évidemment, elle fait bien des jaloux, si l'on en juge par les expéditions de l'extrême gauche. Bien entendu, les autorités savent très bien de qui il s'agit, mais elles ferment les yeux. Mais c'est pas de notre faute, qu'est-ce que vous voulez, si l'ancienne Sciences Po, ou les anciennes, car il faut évidemment inclure les Sciences Po de province, ont été engloutis dans un naufrage des connaissances. Rassurez-vous, de toute façon, le blocage des campus en ce moment à Lyon, mais aussi à Bordeaux, à Paris, ça continue, ça marche très fort. Et donc, je ne sais pas quand les étudiants étudient, mais de toute façon, c'est pas tellement important. L'essentiel, c'est de militer, c'est de faire de la politique, plutôt qu'étudier. J'ai parlé la dernière fois, il y a 4 semaines, du concours d'entrée à Sciences Po Paris, qui évidemment avait fait beaucoup rire mon dernier invité, celui qui précède mon invité de ce soir, qui était Reynald Secher, qui était venu, je l'avais beaucoup amusé avec ça. Maintenant, je peux vous parler un peu de Sciences Po Lyon, je ne vais pas en dire grand-chose, mais enfin, il y a quand même un examen portant sur le genre, et qui est noté 2 fois plus cher, avec un coefficient double de l'épreuve de droit administratif. Donc on est dans l'Amérique d'avant Trump, si vous voulez, et on mettra des années à en sortir, bien entendu. Je vais citer 2 auteurs, un tout petit auteur, évidemment, un petit journaliste qui s'appelle Éric Nolot, qui dit « Sciences Po n'est plus un lieu de savoir, mais un lieu d'endoctrinement et de militantisme ». Il était temps de s'en rendre compte. Et puis alors un grand auteur, pour le coup Hannah Arendt, qui dit « L'impartialité et l'indépendance des écoles à l'égard de toute pression sociale et politique constituent l'essentiel du rôle politique et social, justement, qu'elles remplissent. » À ce rôle, bien sûr, peut-être un rôle social et politique au sens où ça appartient à la cité, mais ça ne peut passer que par l'impartialité et l'indépendance. Vous savez que ce genre d'école fonctionne pour 1/3 de subventions publiques, 1/3 de fonds privés et 1/3 de frais de scolarité. L'ICEP, elle n'a que les frais de scolarité, bien entendu. Il n'y a aucune subvention pour l'ICEP, l'Institut des sciences sociales, économiques et politiques de Lyon. Sciences Po Paris, avec tous les problèmes qu'il a traversés, un nouveau directeur, alors peut-être que quelques voies d'eau seront colmatées, mais sans qu'il soit possible de sauver le navire. C'est pour ça que dans le naufrage général de l'éducation et de l'instruction, qui assigne à la France désormais une place très très loin dans le classement PISA, il est indispensable d'offrir à la jeunesse une nouvelle Sciences Po comme une sorte d'arche de Noé qui flotte sur les eaux du déluge. Telle est la raison d'être de l'ICEP. Bon, alors pour tous ceux qui apprécient cette émission, je le rappelle, c'est une fois toutes les 4 semaines et c'est toujours le lundi de 18h à 19h30 en direct. Et bien entendu, vous pouvez, surtout pour la partie filmée, il faut attendre 2-3 jours, je crois, avant de pouvoir la regarder. Ce soir, le thème de l'émission porte évidemment sur le naufrage du système éducatif, enfin de l'instruction publique, comme on disait autrefois. Et j'ai l'honneur de recevoir comme invité le docteur Olivier Pichon. Olivier Pichon est non seulement docteur en économie agrégé, d'histoire, enfin bon, voilà, c'est quelqu'un qui a un très beau CV, et il est surtout
l'auteur de son dernier ouvrage qui est tout à fait remarquable et dont je vous conseille vivement la lecture. Alors, on ne va pas parler de ce bouquin-là parce que Olivier Pichon sera reçu sur Radio Courtoisie par notre directeur Pierre-Alexandre Bouclé bientôt. Les nouvelles routes de la servitude, je les montre à la caméra. Et c'est évidemment une allusion à La route de la servitude d'Hayek, qui est un bouquin qui était paru en 1944. Et déjà, Hayek disait que les régimes totalitaires, qui étaient des régimes de totalitarisme violent et non pas de totalitarisme comme le nôtre aujourd'hui, de consentement, puisque le consentement a été fabriqué, eh bien, ces régimes-là nourrissaient une grande méfiance envers le collectif, dans la mesure où ces régimes sont contre l'établissement de règles universelles. Là, je cite des idées d'Hayek dans son bouquin La route de la servitude. Et il préfère des lois qui particularisent. Alors, ça pouvait être la nation, la race, je sais pas quoi, chez les nazis, mais ça pouvait être la classe chez les soviétiques. Aujourd'hui, c'est tout le wokisme, c'est-à-dire qu'on ne se définit plus selon des lois universelles, mais selon sa couleur de peau et même son orientation sexuelle, qui était extraordinaire. Et ça va aller jusqu'à, je sais plus combien, 72 expressions de genre. Enfin, tout ça, heureusement, va être effacé, espérons-le, par Donald Trump. Aujourd'hui, alors, je ne vais pas, encore une fois, c'est un livre absolument, je connais les livres d'Olivier Pichon, mais je crois que c'est probablement celui que je préfère. Alors, j'ai peut-être tort, cher Olivier Pichon, mais c'est un livre tout à fait remarquable. Vraiment, d'abord, le style, la forme. J'ai presque envie de dire que vous avez inventé un style. C'est pas du César, mais c'est très elliptique. C'est-à-dire ça va très très vite. C'est-à-dire quand on vous lit, on n'a pas de temps à perdre, quoi. Vous avez des choses à dire et hop, je dirais presque que c'est militaire, mais c'est surtout c'est un pédagogue qui parle parce que vous avez longtemps enseigné en école prépa. L'économie, peut-être l'histoire, je ne sais pas. Oui. Et alors on va s'attarder au chapitre 12 qui est la servitude, puisque donc ce livre, ce sont les nouvelles routes de la servitude. Encore une fois, je vous le conseille très très vivement. C'est un bouquin brillantissime et c'est le chapitre La servitude par l'ignorance. Alors, c'est vrai que on a envie de vous intéresser sur l'économie, mais bien entendu, vous allez pouvoir nous parler d'une façon plus générale. Mais on va pas se contenter de cela, même si dans l'école au moins secondaire, mais sinon même au-delà, vous savez, il y a les programmes ES. Et oui. je me souviens, puisque nous avons été collègues dans un établissement, je me souviens d'une étudiante qui, parlant de l'excellence de votre cours, me disait jusqu'à présent, jusqu'au bac, en ES, on a étudié que le S et on étudie enfin le E. Oui. Parce que c'est bien vu. voilà, c'était exactement ça. Oui. Les sciences économiques et sociales. Et en plus, la sociologie ou le social était traité d'une façon très très orientée. Oui, bien sûr. Donc, on préférait de toute façon le social parce que la liberté fait peur. Je pourrais citer une anecdote, je le fais souvent pour démarrer une émission, qui m'est arrivé. Je remontais le boulevard Saint-Michel comme ça et je voyais de loin un jeune homme beau, bien bâti, vraiment vigoureux. Quel âge pouvait-il avoir? 20 ans, 21 ans, 22 ans, et qui tapait les passants, qui leur demandait de l'argent, des pièces, etc. Mais il avait une manière de les aborder, il avait de l'humour, etc. Et je trouvais que c'était un gâchis incroyable. Donc j'arrive à sa hauteur, je lui dis, écoutez, je vous vois faire depuis, je remonte le boulevard, je vous vois faire la Manche, et je lui dis, mais avec vos qualités relationnelles, la façon que vous avez, votre entre-gens, vous devriez faire du commerce, acheter, vendre, enfin. Oh, mais j'ai pas envie d'engraisser un patron. Voilà comment il voyait les choses. Alors j'avais dit, dans ce cas-là, vous avez qu'à monter votre propre entreprise. Alors là, on était passé au mandarin, là, au chinois, ou à l'hébreu, ou, je sais pas, l'écriture mésopotamienne. Il comprenait même pas ce que je voulais dire. Donc pour lui, c'était ça. C'est-à-dire que travailler dans l'économie vraiment, l'économie réelle, se produire de la richesse, c'était enrichir un patron. Voilà comment il voyait les choses. Donc ça montre bien que
Déjà, l'apprentissage, ne serait-ce que des lois de l'économie, c'est une chose qui n'est absolument pas acquise à l'école, même de la part des étudiants, enfin des lycéens de ES. Mais il n'y a pas que ça, bien entendu, il y a tout ce qui suit, c'est-à-dire cette espèce d'effondrement. Alors cela dit, vous avez déjà été l'auteur d'un ouvrage, je me souviens, il y a déjà 20 ans au moins, ça ne nous rajeunit pas, qui était Les dernières nouvelles du mammouth. Alors les dernières nouvelles du mammouth, en effet, c'était il y a 22 ans. Ouais. J'annonçais que cet animal se dirigeait vers les fondrières de la toundra et il allait s'enfoncer dans les marécages et on retrouverait quelques années, pas mal d'années après, son cadavre et on s'interrogerait sur cet étrange animal pédagomane, car c'est votre néologisme, ça, que j'aime beaucoup. Alors, ce que j'annonçais, en fait, dans les dernières nouvelles de Mammouth, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui est arrivé. Alors, pour les plus jeunes, il faut préciser que l'expression le mammouth... Oui, vient de... Alors, Claude Allègre. C'est Claude Allègre. Ouais. Claude Allègre qui vient de nous quitter, qui était un homme de gauche, mais qui avait eu, sur le climat, sur l'éducation nationale, absolument. Une indépendance d'esprit qu'il faut, à laquelle il faut rendre. Oui, il faut saluer, absolument. Mais alors, Yves-Marie, vous avez tout à l'heure évoqué Hannah Arendt. Permettez-moi de commencer en évoquant... Bon, Hannah Arendt, on la connaît comme étant une théoricienne du totalitarisme. Pardon. Mais moi, j'évoquerai son mari. Son premier mari. Parce que, c'était Walter Anders. Ah, bien sûr, suis-je bête, évidemment. Publié un livre au début des années 50. Gunther Anders. Pardon. Très grand. Il publie un livre qui s'appelle L'obsolescence. Oui. Or, il dit ceci, en gros. Les régimes nazis et soviétiques ont échoué par la violence. Ils ont voulu façonner la société par le crime. On a fait erreur. Il faut y aller en douceur. Mais oui. Par la consommation, par les médias, par l'érotisation de la vie quotidienne. Absolument. Regardez la publicité. Bon, vous voyez les travaux de Patrick Buisson, Décadence. Voyez comment... En réalité, ce que disait Solzhenitsyn, la pornographie a servi plus que les miradors. Vous voyez, et Walter Anders publie ce livre. Gunther, décidément, je tiens à mon Walter. Oui. Bon, il publie ce livre dans les années 50. Oui. Sachez qu'il n'a été transcrit en français et édité qu'en 2002. Oui, absolument. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il prévoit, évidemment, ce qui est en train de nous arriver, tous nos jeunes gens, c'est ce que dit Jean-Paul Brigelli, la fabrique du crétin. L'éducation nationale est devenue une fabrique de crétins et de crétinisme. Et puis, morte l'école, morte la République. C'est que nos mots républicains, qui n'ont que le mot république à la bouche, vous savez, c'est le mantra, ne se rendent pas compte qu'en réalité, la République forgeait, l'école forgeait les mots de la République. Mais oui, c'est vrai. Et que l'élitisme républicain, que nos hommes de la Troisième République, qui n'étaient pas sans mérite, on peut critiquer l'élitisme républicain, parce qu'en réalité, on voyait très bien le projet. Il s'agissait de faire une élite pour la République, et de faire concurrence à l'Église catholique. Bien sûr. Donc, les grands lycées de la République imitaient les grands lycées des jésuites. Il n'empêche qu'il y avait un élitisme républicain, et qu'on ne décidait pas de la valeur d'un étudiant ou d'un élève à la couleur de sa peau et à ses mœurs. Mais on pense au petit orphelin pauvre de la banlieue d'Orléans qui s'appelait Charles Péguy, qui rentre à Normal Sup. Plus récemment, je pense à un personnage qui s'appelle Léopold Sédar Senghor, qui a été formé à la Cagne de Toulouse, du lycée Pierre de Fermat. Un des plus grands poètes francophones du XXe siècle. Et celui-ci, on ne lui avait pas dit, on va te donner une note en plus parce que tu es noir. Bien sûr que non. Il n'y avait pas de discrimination de genre, discrimination de race. Donc, si vous voulez, je crois que nos bons républicains ne se sont pas aperçus qu'ils avaient tué l'élitisme républicain. Et on a eu la République des professeurs, puis on a eu la République sans professeurs, et maintenant on a la République sans République. Bourré de républicains, mais voilà. Sans la République telle qu'elle soit. Ça vient de où, ça ça vient d'un certain nombre de personnages qu'on a appelés les déconstructeurs. Bourdieu, Passeron,
Et ensuite Mérieux. Bon. Le discours de la reproduction, c'est un fonds de commerce idéologique qu'ils ont utilisé, mais jusqu'à plus soif. Au point de dire, par exemple, que le don, tel ou tel élève, quelles que soient ses origines, Oui. eh bien, le don est fasciste. La langue française est fasciste. Oui, ça c'est Roland Barthes. C'est Roland Barthes. Oui. Vous voyez ? Bon, Roland Barthes. Et la vérité est discriminante, est une discrimination. En effet, c'est une discrimination. Par exemple, si vous faites la proposition logique A et non B, je discrimine B. Bah oui, forcément. Au profit de A. Oui. Donc, nous sommes véritablement dans l'absurdité. Mais ça a été un fonds de commerce qui a prospéré dans l'éducation nationale dès les années 60 à travers l'Institut national de la pédagogie. Alors, moi j'ai une expérience pédagomane, étonnante de cet institut qui s'est installé dans les magnifiques locaux dans l'ancienne manufacture de Sèvres, des magnifiques locaux du XVIIIe siècle. J'étais souvent invité là, et à des opérations Champagne-Petit Four, et je rencontrais beaucoup de pédagomanes ou de pédagogues africains qui, ma foi, se trouvaient très heureux d'être là. Mais pendant ce temps-là, les Bourdieu, les Passeron, les Mérieux continuaient de répandre le poison de la destruction, de l'égalitarisme systématique. Et la droite gaulliste, a procédé à une division du travail qui a été extrêmement préjudiciable à l'école. Oui. C'est-à-dire, en gros, son discours c'était « on vous laisse l'éducation et la culture, nous on prend la diplomatie et l'économie ». Ouais. Grave erreur. Mais c'est une grave erreur. Il n'avait pas lu Gramsci. Oui, Parce absolument. que Gramsci montre très bien que le pouvoir se conquiert par la domination culturelle, par la domination des mots. Justement, l'école de la République forgeait les mots de la République. Oui. Mais donc, là, il forge des mots contre l'égalitarisme. Et évidemment, le résultat, il va commencer à se faire sentir. Après, avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, la droite avait si obligeamment détruit l'éducation nationale que la gauche n'a eu qu'à lui emboîter le pas. Et elle a continué sur la lancée. Alors, on avait eu le collège unique avec Abi. Oui. Et surtout, un effet, ce que Jules Monroe appelait l'hétérotélie. C'est-à-dire qu'on vise un but social on arrive pour au contraire. La promotion des plus démunis, et on arrive au but contraire. Alors, est-ce que je peux vous poser deux questions ? Posez. La première, c'est interrogeons-nous sur Bourdieu. Oui. Je vais me faire l'avocat de Bourdieu. Bourdieu, donc il faut rappeler aussi ça pour ceux qui nous écoutent. Hein. Ça va être dur. Pour ceux qui nous écoutent, il faut rappeler la théorie de Bourdieu. Moi, je parle de son livre Les Héritiers. Oui. Donc, on est en 64, un truc comme ça. Il dit, en fait, donc c'est pour qu'on puisse discuter de cette question-là, il faut le rappeler à nos éditeurs et téléspectateurs. Il dit, contrairement à ce qu'on croit, statistiquement, bien sûr, parce qu'il y a les exceptions, Pompidou et compagnie, Charles Péguy, statistiquement, le système scolaire français n'est que la photocopieuse des inégalités à l'entrée. Donc, en fait, il y a des inégalités sociales qui sont reproduites, c'est le phénomène de reproduction, et à la sortie, on trouve la même chose. Et il disait, par exemple, alors c'est là où on en arrive à l'hétérotélie, c'est vrai, mais je voudrais quand même que vous répondiez sur l'essentiel, sur la thèse elle-même. Il disait, il n'y a que 4% de fils d'ouvriers à HEC. Alors maintenant, il y a 0%, donc l'hétérotélie, c'est ça. Parce qu'une chose était de dénoncer en tant que sociologue une situation. Y avait-il une solution ? Il l'a cru, c'était un agitateur marxiste et tout ce qu'on veut. D'origine trotskiste. Oui, c'est ça, voilà. Et donc, en définitive, on est arrivé à un résultat bien pire que ce qu'il avait dénoncé. Mais sur le fond, c'est là où je voudrais... Soyons dans le concept. Il n'avait pas complètement tort dans la mesure où, en effet, on voyait bien que la bourgeoisie se défendait en favorisant ses enfants, ne serait-ce que d'ailleurs parce qu'il fallait payer à HEC, par exemple. Mais à Polytechnique, c'était gratuit. Vous voyez ? Oui. Donc, on avait beaucoup d'enfants qui entraient. Moi, j'ai un très bon ami qui est un très grand professeur de mathématiques,
qui a fait Normal Sup, agrégé de mathématiques, qui est d'origine extrêmement modeste. Il a conservé l'accent de son sud-ouest encore, et je l'ai fait plusieurs reprises parler. Il a écrit 45 bouquins de mathématiques. Il se souvient encore qu'il descendait dans la cour avec sa mère, qu'il lavait le linge dans le bac qui se trouvait dans la cour commune d'une ville du sud-ouest de la France. Il a intégré Normal Sup, les doigts dans le nez, parce qu'il était intelligent, mais il n'y a jamais eu le moindre facteur pour lui permettre d'acquérir un avantage sur ses camarades. Sauf que quand il était à Normal Sup, je peux vous dire, il était très anticommuniste. Il faisait le coup de poing contre les communistes qui étaient des fils de bourgeois. Oui, ça c'est classique. Ça, c'est un grand classique. Mais parlons-en des mathématiques, parce que, pareil, nous parlons à des générations qui n'ont pas du tout connu ça, et cette transition-là, mais jadis, ce qui discriminait les élèves, c'était quand même le latin et le grec. Voilà, bon. Et des gens comme Bourdieu et compagnie, justement, disaient, ben non, parce que là, ça suppose un héritage, un patrimoine familial. Il y a des livres dans la bibliothèque de la famille. Il y a donc le latin, le grec, ça va avantager les bourgeois. Oui. Tandis que si on sélectionne les élèves sur les mathématiques, c'est de là qu'est arrivée cette catastrophe de sélectionner les élèves sur les mathématiques. Quand on aime les mathématiques, on peut comprendre pourquoi. Parce qu'il y a une logique, d'abord, aristotélicienne dans les mathématiques aussi. Il y a quelque chose... Mais bon, on n'en est pas à ce stade-là quand on est à l'école. Et en fait, on a fabriqué des gens qui pouvaient éventuellement être de bons ingénieurs, mais qui étaient incapables de rédiger une note de service en entreprise après ou d'écrire une lettre. Donc, c'est la catastrophe, disons, qui a été produite par cette sélection par les maths et non plus la sélection par les lettres. D'ailleurs, les lettres, puisqu'en plus de ça, on a abandonné le latin et le grec. Oui. Donc, les littéraires, ça devenait la poubelle du lycée. Oui, moi, j'ai connu ça. Hein. Oui. Et donc, mais sur le fond, c'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait, des gens comme Bourdieu, sur le fond, c'était pas faux, sauf qu'il y avait-il une solution à cela? Alors, la solution consistait, me semble-t-il, à ce que l'école restât fidèle à elle-même, c'est-à-dire qu'elle eut des profs qui voulaient enseigner, des professeurs qui se passionnaient pour l'éveil de leurs petits élèves ou de leurs étudiants, et il y a eu une grandeur à ce métier. Les hussards noirs, bon, c'est la figure un peu facile, mais dans le supérieur ou même dans le secondaire, qui n'a pas eu de très grands professeurs, des hommes qui se sont effacés même devant leur savoir et qui ont laissé des souvenirs impressionnants, éblouissants à leurs petits élèves ou à leurs grands élèves. Et je crois vraiment que tout dépend du grand enseignant. Le problème, c'est que on a vu une baisse considérable de la formation, on a vu le recrutement se tarir, il y a moins de candidats que de postes. Hein, alors qu'à ma génération, du baby-boom, au contraire, on était extrêmement nombreux pour les concours. Extrêmement nombreux. Et probablement, ça faisait remonter le niveau, puisque, par définition, peut-être que c'était les meilleurs qui étaient sélectionnés. Enfin, les moins mauvais, en tout cas. Bon, mais, vous savez, vous parliez des hommes de gauche, de Bourdieu et de Passeron, et puis... je voudrais en citer un autre, Jean-Pierre Le Goff, sociologue au CNRS. Écoutez ce qu'il dit. Les jeunes ne peuvent être d'emblée des créateurs et des novateurs, ils sont d'abord des héritiers. Ils l'ont oublié, ça, malheureusement. Voyez, enfin, on leur a fait oublier, plutôt. Dans la politique naturelle d'un certain Charles Maurras, dans mes idées politiques, voici ce que dit Maurras. Et rien ne fera qu'il soit au pouvoir du petit homme d'élire son papa et sa maman, ni que sa liberté, si souveraine soit-elle, puisse choisir l'emplacement de son berceau. Alors c'est quand même extraordinaire que Maurras inspire le CNRS. Vous en conviendrez. Oui, donc, c'est vrai. Oui. Alors, bon. Et il continuait par un jaillissement de solidarité réciproque magnifique. Pour en venir à ces figures des constructeurs, il y en a un qui, le plus emblématique, c'est Vincent Peillon. Vincent Peillon, c'est vraiment un tchéquiste. C'est un commissaire politique de l'éducation. Et quand on pense qu'il a été ministre de l'Éducation, il préconisait d'arracher l'élève à ses déterminismes. Tous ces déterminismes religieux, etc. Sauf qu'il en oublie un.
L'islam. L'islam. Voilà. Vous avez deviné. Eh ben, avec une vague migratoire comme celle que nous avons connue, évidemment que c'est le déterminisme des déterminismes. C'est le déterminisme numéro 1. Et alors là, rien. Pas un mot. Toute la gauche, Pas un mot. la gauche enseignante, syndicale, silence absolu sur ce problème. Ce silence, il y en a un qui a voulu le rompre, c'est l'inspecteur général Aubin, c'est le fameux rapport Aubin. À l'époque, c'est un rapport qui est publié en 2003, dans lequel il parle de l'entrée de l'islam. C'est un djihad scolaire. Ouais. Très, très jolie expression, le djihad scolaire. Ouais. Et ce rapport Aubin a été remis au Premier ministre qui s'appelait Jean-Pierre Raffarin. Il a été remis à Jacques Chirac, qui se sont probablement torchés avec le rapport. Pardonnez-moi la vulgarité de mon expression, mais nous étions en 2003-2004. Oui, mais souvenez-vous du témoignage de quelqu'un qui est absolument pas recommandable, qui est Luc Ferry, oui. Mais qui avait dit, il dit des choses lorsque je suis arrivé au ministère de l'Éducation nationale, du moins au moment où j'étais plus ou moins pressenti pour remplir ce rôle, Chirac s'était contenté de dire à son Premier ministre, donc à Raffarin, « Ah, c'est bien, il a les cheveux longs, il a une tête de gauchiste, ça serait parfait, ça. Oui. La paix sociale, quoi, la paix politique. C'est invraisemblable. Et en plus, une insulte, je pense qu'il se sentait, parce que Luc Ferry se prend pour un philosophe, je pense qu'il s'est senti insulté. Il était recruté pour sa coupe de cheveux plutôt que pour les études, par ailleurs, qu'il avait suivies. Il n'y a pas de doute. Bon, après, disons, sa qualité intellectuelle était... On peut en reparler. Mais enfin, en tout cas, il avait les clés pour arriver à ce poste. Mais je reviens au rapport Aubin. Oui. L'année d'après, dans un livre, Georges Bensoussan publie « Les territoires perdus de la République », dans lequel il parle de ce djihad scolaire. Oui, oui. Il a été condamné sur dénonciation de Mediapart. Vous voyez ? Oui. Nous sommes déjà dans l'ambiance condamnation de C8 aujourd'hui. C'était il y a 20 ans. Et Georges Bensoussan, condamné, en appel, il a pu s'en extraire, parce qu'il avait cité un auteur musulman qui montrait que les petits enfants musulmans avaient sucé l'antisémitisme avec le lait maternel. Mais c'était une citation d'un auteur musulman, d'ailleurs un auteur algérien. Donc vous voyez dans quel pays nous vivons. Enfin, je prêche à un converti et nos auditeurs le savent. Mais c'était il y a plus de 20 ans qu'ont fait les politiques. Aujourd'hui, dans l'effondrement complet de ce lycée, qui n'existe plus, de l'école qui n'existe plus, qui est une espèce de fiction, et une fiction qui est chère. Voilà ce que j'allais dire, qui coûte, bon an, mal an, 60 milliards d'euros, premier budget par an, c'est le premier budget de l'État. Sans compter les dépenses des régions. Par exemple, les régions ont les lycées, l'entretien des lycées. Les collèges sont au département. Bref, des dépenses qui sont colossales pour des résultats. Vous avez évoqué le classement PISA, il est dramatique. Il est accablant. On est devant les Albanais quand même. C'est déjà bien. Oui, mais comment vous dire, nous sommes entrés dans un monde totalement obscurantiste, avec des professeurs qui sont maintenant menacés de mort, violentés. C'est méconnaissable. Ce qui explique, entre parenthèses, en grande partie en tout cas, le manque d'enthousiasme. Évidemment, ils n'ont pas envie de se faire suriner. Oui, voilà. C'est tout simplement ça. Oui. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est l'alternative. L'alternative, écoutez, c'est très simple. On avait l'enseignement privé sous contrat. Je l'appelle souvent l'enseignement privé sous contrainte. Oui, bien sûr, puisque de toute façon, elle est soumise. Voilà. Enfin, il est soumis aux contraintes idéologiques. Tout dépend du chef d'établissement s'il a le courage. S'il a le courage de. Il y en a un qui a été chassé. Oui,
Il y en a qui ont été aussi victimes du chasse aux sorcières. Oui, oui, absolument, notamment à Paris, bien sûr. Oui. Oui. Bon. Alors, le problème, c'est évidemment, vous vous souvenez peut-être que le Comité national d'action laïque, en 81-82, au moment de la loi Savary, lorsqu'il Oui, s'agissait du projet d'annexer l'enseignement Oui. généralement catholique à l'enseignement public, avait été en première loge, en pointe dans le combat contre l'enseignement sous contrat. Maintenant qu'il est sous contrainte, il se tourne vers l'enseignement hors contrat. Oui, bien sûr. Oui. Et il y a eu des attaques en demandant que les préfets veillent à ce que ces écoles soient conformes aux principes de la République. Mais oui, oui, c'est effrayant. On n'est plus dans l'instruction. On n'enseigne pas les principes de la République. On peut les enseigner en instruction civique, ou même en économie, après tout, pourquoi pas. Mais la conformité à un corpus idéologique, et on pourrait très bien avoir des écoles en monarchie constitutionnelle qui ne seraient pas tenues de parler de la République, que je sache. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Donc, nous sommes dans une... Bon, évidemment, c'est une machine de guerre idéologique, on l'aura compris. Mais pourquoi est-ce que les politiques ne comprennent pas ça, ou font semblant de ne pas le comprendre? Moi, je me pose la question, parce que l'enseignement hors contrat est en pleine expansion. Il frise les 100 000 établissements. Hein. Et j'ai reçu, à ce même micro, je peux le dire, puisque je fus patron d'émission sur Radio Courtoisie, en d'autres tout temps. début, Oui, oui. Anne Coffinier. Anne Coffinier, oui, bien sûr. Brassier était ma collègue. Oui. Anne Coffinier, qui fit probablement ses premières émissions autour de sa défense du hors-contrat et de sa promotion du hors-contrat. Et puis il y a Michel Valadier aussi, qui a développé aussi le hors-contrat. Et vous savez, il se passe un phénomène très intéressant que je suis allé voir de près en province. C'est-à-dire que non seulement vous avez des écoles hors contrat qui se créent, mais qui polarisent autour d'elles toute une série de jeunes couples qui quittent la région parisienne ou les grandes villes, attirés comme elles le sont par ces enseignements hors contrat. Ils créent des activités, théâtre, musique. Il y a des réussites exceptionnelles comme l'Académie musicale de Liesse, qui est alors, vous parlez de 100 000 écoles, vous voulez dire 100 000 écoliers, pas 100 000... Pardon, vous avez dit 100 000 écoles, oui, je vous reprends. Bien sûr, 100 000 écoliers, avec des professeurs très dévoués. Et maintenant, le problème se pose, celui de la formation. Mais Michel Valadier et Anne Coffinier créent des instituts de formation. Moi, j'ai vu des jeunes profs venant d'autres métiers. J'ai vu un infirmier, un pompier, qui se décidait à se faire éducateur de petits-enfants. Eh bien, ces instituts les forment. Et l'un me disait en confidence, c'est dur, je travaille 8 heures par jour et c'est très intense, ce que n'offre pas la République. Oui, alors, est-ce qu'il n'y a pas une difficulté, alors, outre évidemment le totalitarisme du... Oui, alors, il y a celle-là, c'est-à-dire que, donc, une école de bourgeois. Non, justement. Alors, je peux vous dire, j'ai assisté à un dîner où les parents d'élèves et les élèves ont fait autour de la langue française, défense et illustration de la langue française. C'était un régal. Régal, vraiment intellectuel, esthétique. Mais le spectre social était complet. Vous aviez dans cette province de l'Ouest quelques redodeux, la gentry locale, mais vous aviez le président de l'association et le patron d'une petite entreprise de menuiserie. Le spectre social est complet. Et vous avez des agriculteurs qui mettent leurs enfants dans ces écoles. Parce qu'ils comprennent bien que... Oui. Alors, est-ce qu'il n'y a pas encore un autre problème? C'est ces élèves qui ont été formés excellemment, là, pour le coup, dans ces écoles hors contrat, quand elles viennent passer leur baccalauréat, elles se retrouvent devant des jurys qu'ils surpassent par leur savoir. Oui. Et je vous donne un exemple qui, là, pour le coup... Et se font identifier, en plus. Ah, voilà. Donc, je vous donne un exemple parce que... mais là, qui est emprunté à l'enseignement supérieur, donc c'est encore pire. J'avais une collègue dont la fille était à Nanterre. Oui. Donc, à la fac de Nanterre. Et elle avait eu... elle écoutait sa prof...
Alors, est-ce qu'elle était vraiment une professeure ou maître de conf, ou est-ce que c'était chargé de cours? Mais enfin, quand même, même ça. Et la prof lisait un texte et à un moment dit in fine, virgule, etc. Et donc la gamine fine. étudiante quand même dit vous voulez dire in fine, en définitive, quoi, en latin. Oui. Et donc la prof s'arrête. Mais non, in fine. F-I-N-E, in fine. Donc Oui. l'enseignant ne savait pas ce qu'elle lisait elle-même. Et puis une autre anecdote, mais c'est toujours cette copine qui me racontait les mésaventures de sa fille à Nanterre. Elle avait écrit sur une copie, nonobstant je ne sais quoi. Voilà. Le mot avait été entouré au rouge par la Voulez-vous prof. dire Qui avait dit Oh. c'est du vieux français. Ah non. Donc le drame Oui. de celui qui sort de ces établissements et qui veut passer son bac, c'est qu'il se retrouve Oui. devant des jurys Oui. qui n'ont pas autant d'orthographe que Sûrement. l'élève lui-même. Donc, ça, c'est un vrai problème parce qu'il y en a qui peuvent outre les questions idéologiques, Oui, bien sûr. oui, je Mais vois bien, déjà, oui. ce problème-là, c'est que si le correcteur est incapable de corriger lui-même la copie, parce que ça lui passe complètement par-dessus la tête, c'est un vrai problème, ça. Redoutable. oui. Redoutable. Alors, on s'est fait taper sur les doigts. Oui, Vous pourquoi êtes fait taper sur le doigt. Moi, Oui, je oui. pas de raison que je... Pourquoi Voilà, par un homme qui, évidemment, pense... Ça, c'est à vous de rectifier le tir, hein, que vous avez diffusé la doctrine de la République et des droits de l'homme, puisque vous avez parlé des hussards de la République, etc. Et évidemment, c'est pas du tout votre intention. Est-ce que je me suis fait bien comprendre? Alors, je crois pas. Je crois qu'il faut... Parce que, si j'ai bien compris ce que dit cet auditeur, c'est, en fait, vous défendez l'école républicaine qui nous a fait tant de mal. Je n'ai pas Voilà. défendu l'école républicaine, mais je n'ai pas raisonné de façon idéologique, comme notre auditeur, qui immédiatement, un réflexe de la République, je tire. J'ai dit simplement qu'on avait, à un moment, admis que le savoir devait être enseigné et non pas idéologie. Je ne dis pas, et je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, que bien sûr il s'agissait de vendre la République et de donner des républicains à la République. Oui, parce que je ce l'ai savoir dit. pouvait Et que c'était reposer- même une concurrence avec l'enseignement, avec l'enseignement l'Église catholique. Oui, oui. Je l'ai dit. Mais ce savoir je- pouvait être un savoir mensonger. C'est-à-dire, Alors, ils n'ont il pas de faut- pain qui mangent de la brioche, etc. Voilà, Les c'était tartes à ça. la crème de l'histoire, Oui. notamment sur la monarchie. Oui, oui. Et oui, oui, vous oui. avez écrit un livre dans lequel, d'ailleurs, vous dites en effet que une restauration monarchique serait difficile compte tenu de l'état de l'école depuis longtemps. Non, mais je me refuse aussi à me positionner de façon idéologique dès que j'entends le mot République, vous comprenez? Oui, oui. Il y a eu un moment où les savoirs se sont... Allez voir, chers téléspectateurs, le tour du premier étage de la Tour Eiffel. Vous y verrez? Qui verrez-vous, mon cher? J'y suis allé, j'avais 9 ans, alors j'ai pas dû regarder. Il y a 72 noms de savants français, Ah oui. exclusivement français. C'était l'époque où la France avait des formés ingénieurs. Par l'école de la République et puis des bons pères aussi, évidemment, puisque on sait qu'il y avait des chercheurs qui venaient de l'Institut catholique. Bon, mais voilà, je constate des faits. Oui, puis quand vous avez cité... Je n'ai pas fait l'apologie de la République, j'ai fait l'apologie du savoir, de la connaissance et de l'exigence. Oui, le fait est que moi qui suis beaucoup plus jeune que vous, cher Olivier. Merci. Quand j'étais à l'université, je n'ai été instruit quasiment que par des marxistes. Hein, ce qui n'a pas été mon cas. Mais ils avaient un savoir, donc je les respectais pour leur savoir. Après, je me disais, un jour, quand je serai grand, je les combattrai d'égal à égal, puisque je serai à mon tour un universitaire. Mais en tout cas, je prenais en note tout ce qu'ils disaient, parce que évidemment qu'il y avait un savoir quand même. C'était mon cas aussi. Et voilà. Et donc, c'est vrai que vous avez cité Senghor tout à l'heure. On aimerait aujourd'hui avoir un Senghor, c'est-à-dire un admirable poète. À la limite, on regrette qu'il ait fait tant de politique parce que son œuvre poétique n'est pas très importante et magnifique. C'est vraiment un très grand poète. On n'a pas eu Senghor, mais on a eu Papendiaï. Oui. C'est la même chose. Son père était sénégalais, comme Senghor. Senghor appartenait à l'ethnie des Sérères.
Et Papa Ndiaye a fait exactement le contraire. C'est C'est l'anti-Senghor. ça, c'est terrible, c'est Mais terrible. pourquoi? Parce qu'il est passé par les États-Unis, qu'il a subi le wokisme des universités, la French Theory, comme vous le savez, avait traversé l'Atlantique. On va en parler de ça, parce qu'il c'est faut que les gens important, vous c'est comprennent. très important. Quand vous parlez de la déconstruction, Barthes. Roland Barthes, ouais, Mais ouais. bien d'autres encore. Hein. Et Oui, même Sartre. Ouais. Ils remettent en cause leur propre civilisation. Il n'y avait plus de grain à moudre en termes de lutte sociale. Pourquoi? Parce que le prolétariat, il était en train de s'affranchir de sa condition grâce à la croissance des Trente absolument. Glorieuses. Oui, Voilà. oui. Il disparaissait peu à peu. Voilà. Ouais, ouais. Et par contre, on commençait à importer un prolétariat. Mais là, pour lui, Bien sûr. l'opium du peuple, ça comptait pour ce prolétariat. Mais avec la complicité, vous parlez de la droite, avec Oui, la complicité bien sûr, du grand capital bien sûr, qui c'est trouvait pas là ce que Marx a appelé, je nous renvoie encore à Marx, l'armée réserve. industrielle de réserve. l'armée de réserve du Et capital. il dit armée industrielle. Industrielle. de réserve. Ben, maintenant, effectivement, c'est plutôt Voilà. une armée allocataire Voilà. du capital, mais ça reste une armée une armée quand même, parce Oui, que bien sûr, elle est là oui. pour consommer, mais elle est là aussi pour tirer les salaires vers le bas, etc. Nous avons, on ira, si vous voulez bien, parler de la French Theory qui a fait tant de mal Oui, aux oui. États-Unis, comme chez nous Oui, d'ailleurs. bien sûr, oui. Mais on a reçu un message d'un monsieur qui nous parle de la sélection par les maths. Et qui dit la sélection par les mathématiques, en plus de ça, est biaisée car elle ne repose pas sur les capacités logiques, rationnelles et intellectuelles, mais presque uniquement sur le travail de répétition. Au final, dit-il, l'élève besogneux, travailleur et mauvais en maths s'en tire mieux que le bon en mathématiques, révisant peu ses cours. Ça, Alors, il y a un peu de ça, mais c'est valable pour la notion de répétition, la notion de... C'est Charles Gave qui le développe, ça, qui développe cette idée que, alors, quand on sort de l'ENA, on sait répéter les bonnes phrases qu'il faut, on sait... ce côté bon élève répétitif, besogneux, et il avait même fait un petit paragraphe dans une émission que j'avais faite avec lui, un enregistrement, sur le dévoiement de nos élites par l'ENA, qui avait fait, tenez-vous bien, 23 millions de vues. Ah oui, oui. Mais ça... Alors j'arrive dans un pays, bon, je peux le citer, Sénégal, et Le Sénégal, Sénégal, oui. dont on parlait tout à l'heure. Voilà, le Sénégal, on en pourra parler à propos. Et là, je vois un Sénégalais qui était forgeron de village, parce que là-bas, on recycle tout. Toutes les pièces de fer sont ressoudées, recoupées. Il y a des petites forges partout. C'est extraordinaire. Et ce garçon avait eu une promotion assez forte parce qu'il s'occupait des silos. Et des gigantesques silos à riz. Parce qu'il s'agissait d'une entreprise de riziculture. Et quelqu'un qui m'est cher lui dit tu vois, l'émission que tu as entendue, le monsieur là, sur les élites françaises, c'est lui qui a fait l'émission. Et à ce moment-là, le garçon se précipite sur moi et me dit ah, vraiment, c'était très bien. Ah, ça, c'est extraordinaire Ah, comme vraiment, histoire. j'ai bien aimé. Ça, c'est extraordinaire. Comme Oui. quoi, votre émission, c'est sur TV Liberté, je le précise. Je ne crois pas qu'avoir pu le Il dire. était, ce petit paragraphe avait fait un... Bon, Charles Gave parlait même d'une mémoire de cheval, quoi. Bon. C'est un peu le problème de nos élites, si vous voulez. C'est même beaucoup le problème de nos élites. Qui plus est, on ne leur apprend pas, ça je vous l'avais dit d'ailleurs dans votre bouquin, on ne leur apprend pas l'esprit d'analyse et de critique, on leur apprend à répéter ce que la République leur demande de Et puis alors, répéter. il y a un problème aussi, c'est la spécialisation. Dès lors que vous êtes spécialisé, vous avez certainement une grande autorité dans votre domaine. Mais quelle autorité avez-vous dans les autres domaines pour vous prononcer? Vous savez, pendant des décennies, nous avons vu des intellectuels signer des pétitions. Bon, mais quelle était leur compétence dans ce domaine qui n'était pas le leur? Parce que l'ultra-spécialisation ne nous rend pas capables de juger véritablement d'autres domaines. Et c'est pour ça que la culture générale est décisive. Absolument. Je cite dans le bouquin un passage au fil de l'épée du général de Gaulle. Je me fais engueuler parce que je parle de général de Gaulle. Bon, ce passage... La radio courtoisie, c'est toutes les droites. Hein. Voilà, ce passage en question dit
que seule la culture générale permet de faire des hommes de commandement, on dirait de management aujourd'hui, et sous Alexandre, il y a toujours Aristote. Un Aristote, oui. Voilà. Disons pour ceux qui nous écoutent que Alexandre avait pour maître Aristote. Oui, il a été le précepteur Et d'Alexandre. voilà, Aristote était le précepteur d'Alexandre. Donc la culture générale, Oui. et dans les propositions de réforme, si nous en avions à faire, il faudrait pouvoir rétablir cette culture générale. En plus, elle est épanouissante pour l'élève, pour l'étudiant. Elle est épanouissante. Moi, je vois très bien en prépa, mes jeunes collègues de prépa aujourd'hui me disent, mais ils sont gratifiés par le fait qu'on leur ouvre un horizon large sur le monde. En prépa, je sais par exemple en géopolitique, puisqu'il paraît que M. Macron est passionné de géopolitique. Il vient de découvrir la géopolitique. Oh, il a quand même découvert l'île de la Guyane dans ses premières élections. Voilà, absolument. C'était méritoire. Il a confondu le bagne et la Guyane, ce qui est quand même pas sympa pour les Guyanais. Puis je rappelle que, moi qui connais bien la Guyane, le bagne n'était pas que sur les îles, il y avait le bagne aussi... À Cayenne. Alors, il y avait le bagne de Cayenne, il y avait le bagne sur les îles, et puis il y avait le bagne sur la frontière sérénale. Alors, l'île du Diable, c'était le plus sympa. Il y avait l'île Royale, l'île Saint-Joseph, et l'île du Diable, c'était pour les prisonniers politiques du type Dreyfus. C'était pas le plus dur. Bon, ça ne veut pas dire que c'était drôle. Non. Alors, il y avait bien sûr le bagne de Cayenne, et puis il y avait le bagne à Saint-Laurent-du-Maroni. Ah oui, Et puis le pire de tous, c'était le bagne des Anamites en pleine forêt. Et là, je peux vous dire que il y a plus de 40 ans, puisque je faisais mon service militaire là-bas, quand j'ai visité le bagne des Anamites, je me suis demandé ce qui nous distinguait véritablement d'autres pays qui avaient construit. Voilà, c'était absolument terrible, la façon dont on traitait ces gens-là. Donc, en tout cas, c'est pas une île, je peux vous le dire pour les. Je le savais, mais il faut le dire au président de la République. C'est une possession continentale, c'est d'ailleurs la dernière. Le dernier territoire d'outre-mer qui soit continental, c'est la Guyane. Donc, il n'y a pas d'île, c'est la Guyane. Le reste, ce sont les confettis de l'Empire. Oui, mais ce sont des îles. Enfin, on ne va pas faire un code. On va pas s'entretenir de géopolitique. Zone exclusivité maritime. Absolument. C'est assez considérable. Ce qui fait de la France la deuxième pays pour la zone d'exclusivité maritime. Tout ceci nous éloigne. Mais on va y revenir, non pas à ce qu'on vient de dire, mais je vais vous raconter encore un souvenir. Quand vous parlez. Mais avant, il faut peut-être qu'on passe le bobino, et puis je vais vous raconter mon souvenir après. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Voilà, alors on dit un bobino, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est une petite bobine, donc on devrait dire la bobinette. Eh ben non, c'est le bobino, mais enfin... Oui, mais alors, voilà. La bobinette Chéra. Ah oui, c'est la bobinette Chéra. Qui sait conjuguer encore le verbe choir? On parlait... on parlait disons, de l'enfermement des disciplines. Oui. J'ai un souvenir, quand j'écrivais ma thèse de doctorat, à un moment, je me suis posé une question, était-elle légitime? C'est pas la question. Est-ce que l'onde sonore puisque c'était une thèse portant sur l'esthétique musicale, est-ce que l'onde sonore est en définitive un objet fractal? Alors, je me suis dit, évidemment, c'est pas tellement un géomètre que je vais aller voir, même si c'est la géométrie fractale, puisque l'onde sonore, c'est un objet physique. Oui. Et donc, je vais aller voir les physiciens. Et donc, je suis allé sur le campus de physique, moi, jeune doctorant, et je voyais sur ce campus, il y avait le bâtiment de la physique d'un côté, ce qu'ils appellent les sciences expérimentales, et disons à 30 mètres de là, il y avait les sciences fondamentales, c'est-à-dire les maths. Et donc je m'entretiens avec eux, je les interroge, est-ce que vous pensez que mon idée présente un intérêt, etc. Et puis en les interrogeant, comme ça, je me suis rendu compte qu'ils ne voyaient jamais les mathématiciens. Ah oui. Parce qu'ils étaient à 20 mètres les uns des autres. C'est-à-dire que les physiciens étaient enfermés dans leur bulle, dans leur bâtiment, et les mathématiciens dans le leur. Ils ne se croisaient jamais. Je dis, vous avez bien de temps en temps des séminaires interdisciplinaires? Pas du tout. Ah oui, c'est terrible, quoi. Et à côté de ça, la France arrive à encore avoir des prix Nobel. Oui, c'est vrai. On ne va pas faire que rouspéter. Jean Tirole, prix Nobel d'économie. Oui. Or, il a écrit un livre
au titre significatif que je cite dans mon bouquin, l'économie du bien commun. Oui. Eh bien, oui. Car c'est au la service notion du de bien commun. Bien sûr. Bon, je rappelle quand même à notre téléspectateur que Res Publica, à l'origine, c'est ça. Oui, ça veut dire la chose publique. La chose publique, bien le bien sûr, commun. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais on a eu aussi Alain Aspect. Alors là, c'est un physicien qui n'est pas du tout connu, et qui est prix Nobel de physique. Et c'est déterminant. C'est incroyable. Je le dis à nos téléspectateurs, je suis très béotien dans ce domaine, mais ce que j'ai compris, ce que j'aimerais qu'ils comprennent, c'est que Alain Aspect nous a montré que la méthode expérimentale traditionnelle n'est plus valable. Parce que nous sommes rentrés dans l'ère quantique. Et que l'observateur modifie la chose Et observée. voilà. Bah oui, Voilà. bien sûr. Alors, nous entrons là dans le domaine de l'épistémologie, Oui. qui est... J'ai eu la chance de pouvoir faire en école de commerce un cours d'épistémologie pour leur dire qu'est-ce que la science, quelles sont ses méthodes et qu'est-ce qu'elle nous enseigne. Donc, cours de culture G en Voilà, école c'est de de la commerce. culture générale, bien entendu. Bien sûr. Ça n'est pas de la physique, j'en ai pas la capacité, ni des mathématiques. Mais l'épistémologie devrait être une unité de valeur de culture générale. Bien sûr. Voilà, dans les propositions de réforme qu'on pourrait faire. Puisque ce livre qui s'appelle Les nouvelles routes de la servitude sera suivi par un livre qui s'appellera Les nouveaux chemins de la liberté. Je sais que vous avez annoncé ça. Bon, mais pour l'instant, je me suis contenté de coucher sur le papier des notes. Voilà, c'est ça. En effet, il faut faire des propositions de réforme. Oui, absolument. Alors justement, à propos des propositions de réforme, mais je lâche pas mon idée d'arriver dans la French Theory. Hein. Oui, on a un auditeur qui nous dit l'effondrement de l'éducation nationale est voulu par la gauche et aussi par la droite. C'est pour cette raison, alors ça je suppose que ça répond à ce que vous disiez, cette espèce de partage de pouvoir entre... division du travail entre la division gauche, du travail. C'est pour cette raison que le redressement dans le domaine de l'éducation nationale ne pourra jamais se faire tant que les élites, entre guillemets, seront au pouvoir. Donc il y a un combat politique à conduire, évidemment, et vaste, pour nettoyer les écuries d'Augias, ça va être quelque chose. Je voulais que vous nous parliez un peu de ces auteurs. Alors évidemment, je pense à Gilles Deleuze en particulier. Oui. Très grand penseur par ailleurs. Hein. Je ne sais pas si vous m'avez fait l'honneur de lire mon Histoire mondiale de la philosophie. Oui. Vous l'avez lu, très bien. Et j'ai quelquefois des scrupules à attaquer ces personnages parce qu'ils ont tous un côté... Ils ont apporté quelque chose, absolument. On reconnaît un grand penseur à cela. Je ne fais pas un inventaire intellectuel de leur contribution. Je fais un inventaire des conséquences d'une pensée bien sûr, qui a été un facteur de déconstruction, de démolition. Alors, ces profs français, ces Français, en particulier Gilles Deleuze, mais c'est pas le seul, sont allés enseigner à Berkeley, un peu partout en Californie. Ils ont semé la French Theory. La French Theory. Et donc, pouvez-vous expliquer pour nos chers auditeurs et téléspectateurs en quoi consistait la déconstruction, justement? La déconstruction, c'est une espèce de réflexe presque élémentaire qui consiste à nier tout ce que nous sommes. Vous voyez ? Tout ce que nous sommes nous-mêmes. Et c'est une grande facilité, parce que le patriarcat, le wokisme aujourd'hui, c'est ça. Et en fait, nos déconstructeurs sont pré-wokistes. Oui, bien sûr. Je fais un paragraphe dans lequel ils passent, peut-être pas eux, mais leurs émules, par le maoïsme. Parce que le maoïsme... Très intéressant ce passage. Il y a un chapitre entier, enfin quasiment, qui présente une phénoménologie tout à fait comparable au comportement des wokistes aujourd'hui. C'est frappant. Avec le Dazibao, le journal mural où on affiche la tête des contrevenants. Le malheureux prof qui, au cours d'une séance à l'université sur la discrimination dont étaient victimes les Noirs aux États-Unis, ce que je veux bien croire d'ailleurs, parce que l'histoire américaine... Oui, bien sûr, elle n'est pas tant. Jusqu'aux années 60. Bon. Et malheureusement, il était un peu fatigué, il s'est endormi pendant la conférence. Il a été fini, interdit. Interdit de cours, interdit. Et sa photo, comme à l'époque de Mao, partout. Donc, révolution culturelle de Mao. Et là, vous êtes très sévère sur les motivations de Mao Tse-tung avec la révolution culturelle. Alors,
je m'appuie évidemment sur un auteur qui a été vraiment l'homme qui a éveillé, qui a averti l'Occident, Simon Leys. Simon Leys, oui. Bon, parce que cet homme a été victime d'un ostracisme considérable. Le maoïsme de Salon et de Saint-Germain-des-Prés l'a méprisé, alors que ses travaux étaient considérablement approfondis et qu'il parlait, il écrivait le chinois. Ouais. Et qu'il avait d'ailleurs un très grand respect pour l'écriture chinoise et l'esthétique chinoise. Il a écrit des choses sur l'esthétique chinoise tout à fait passionnantes. Elle est magnifique, elle est très connotée, belle, une très grande richesse, le mandarin. Oui. Et on voit bien que le maoïsme est un appauvrissement singulier de la pensée. Bon. Mais il se passe une chose quand même qui est très intéressante. Alors là, bon, ça nous éloigne de l'enseignement. Mais lorsque Deng Xiaoping prend le pouvoir, il comprend, un peu comme Gorbatchev, toute chose égale d'ailleurs, que on ne va pas pouvoir continuer sur la pénurie. C'est pas possible. Les peuples ne peuvent plus s'en accommoder. Vous voulez parler du miracle chinois dont parlait Le Monde et tous les gens. Voilà. C'était en fait des millions de morts de famine. C'était le miracle économique chinois. Qui est à Hong Kong, voit les cadavres. Terrible. Entre Shenzhen et Hong Kong, il voit les cadavres des victimes de la révolution. Bon. Mais pour revenir à mon idée, si vous voulez, c'est que elle est en train de m'échapper d'ailleurs parce que. L'idée, c'était vous faites un lien entre la révolution culturelle et le wokisme. Parce que la phénoménologie justement, est absolument la même. Il y a une question d'un homme qui dit, qui vous interroge, Monsieur Pichon, quel est exactement le contenu idéologique du maoïsme. Alors c'est peut-être un petit peu long de parler du contenu idéologique, la praxis, il n'y a pas de contenu idéologique, il y a surtout une stratégie qui consiste à reprendre le pouvoir. Qui était en train de lui échapper. Donc, et comme il n'y a pas de vérité, la pratique est le critère de la vérité. Ça, c'est très Mao. Voilà. Donc, autrement dit, si moi, je suis au pouvoir, ce que je vais dire, c'est la vérité. Donc, on va bien avec le wokisme, cette espèce de tyrannie. Et je conseille à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent de voir en consultation libre, de trouver sur Internet un documentaire sur les événements d'Evergreen dans le sud, dans le nord-ouest des États-Unis, où une université a complètement explosé à cause des wokistes. Et ça date peut-être même d'avant l'arrivée de Donald Trump, de la première arrivée. Mais ça date d'avant 2016. Hein. Alors, dans le maoïsme, il y a une véritable dévotion, si vous voulez. Il y a une... Et pour le compte, là, ces intellectuels qui s'adonnent au maoïsme de Salon sont alors dans l'aliénation la plus totale. Eux qui dénoncent l'aliénation par ailleurs, eux qui dénoncent la religion, et Raymond Aron avait bien fait de parler de l'opium des intellectuels. Ils sont l'opium du peuple, c'est devenu l'opium des intellectuels. La révolution culturelle, disait Simon Leys, qui n'eut, pour répondre à notre auditeur, qui n'eut de révolutionnaire que le nom et de culturel que le prétexte tactique initial, fut une lutte pour le pouvoir, menée au sommet entre une poignée d'individus, derrière le rideau de fumée d'un fictif mouvement de masse. Alors, il faut expliquer pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément bien l'histoire contemporaine de la Chine, Mao, effectivement, est le héros de la Révolution, donc il triomphe en 49 et tout, mais peu à peu, on est en train de lui arracher son pouvoir. Il perd de l'influence dans le parti, et il va faire une révolution dans la révolution. Voilà, c'est ça. Il va se attirer à lui, notamment la jeunesse, qui est sensible à la pensée facile, car le wokisme, c'est une pensée facile. Absolument, c'est ça. Et c'est comme ça que, grâce aux gardes rouges, à tous ces gens-là, tous ces jeunes, il va pouvoir reprendre le pouvoir, parce que ces jeunes vont renverser l'élite du Parti communiste chinois. Et Roland Barthes est invité en Chine à visiter les formidables réalisations industrielles, et à un moment, dans son récit, il raconte son voyage en Chine, il loue les extraordinaires progrès économiques, et les autorités chinoises avaient pris soin de le faire accompagner par un gentil ouvrier qui lui tenait la main. Donc c'est les villages Potemkin, quoi. Voilà, village Potemkin, mais
le pouvoir maoïste connaissait très bien les penchants Oui, c'est ça, de notre ami oui. Roland Barthes. Barthes, oui, c'est ça. Ils étaient oui, voilà. Ce sont des gens délicats. Oui, Ce bien sont des sûr. gens délicats. très Ils délicat. comprenaient les préférences. Ouais, Et absolument. on a un message de quelqu'un qui s'appelle Jean, mais alors il est très en colère contre nous. Bon. On a parlé des maths et de la sélection par les maths qui avait remplacé la sélection par les lettres, en particulier par le latin et le grec. Je pense, Jean, que là je peux me permettre de répondre avec vous, puisque Oui. c'est pas directement adressé à Monsieur Pichon, que vous n'avez pas fait de latin et de grec. Ah ben si. Parce que, non, je ne sais pas à vous que je parle, c'est à Jean. C'est à Oui, Jean. oui, pardon. Parce qu'il dit, les mathématiques demandent un vrai génie qui ne se développe que par l'analyse, la profondeur et la sagesse de la pensée. Oui, à partir d'un certain niveau. Oui. On est bien d'accord que les mathématiques sont un univers magnifique. Oui. Enfin, quand on en est à Cantor, là, ça va. Oui, Bon, d'accord. Et qu'au contraire, les lettres et la culture générale, je suppose que Jean fait allusion à ce qui s'enseigne aujourd'hui à l'école, qui n'est évidemment ni les lettres ni la culture générale, sont une affaire de mémorisation, de canotage et de mouvements imprécis de la pensée, accessibles à l'imbécile commun pourvu qu'il grandisse dans un milieu privilégié. Alors ça, c'est, oui, les lettres pour, comment dirais-je, ce sont les romans d'aujourd'hui qui reçoivent les prix Goncourt, mais enfin, ça, c'est des éditeurs de Macron. Ceux qui, comme vous, nous deux, critiquent l'importance et la haute valeur éducative des mathématiques, sont souvent des... On n'a pas critiqué. Alors, oui, on a montré la situation. Oui, sont souvent des cancres radoteurs qui parlent beaucoup, mais n'ont rien d'important à dire. Donc, voilà, qu'on se le tienne pour dit. C'est pas tellement qu'on... Encore une fois, arriver à un certain niveau, les mathématiques, ça devient de l'art, quasiment. C'est de la poésie. Vous savez, les Grecs considéraient que c'était de la poésie. Oui, bien sûr, c'était dans les... bien sûr. Et poiein, en grec, je suis désolé, ça veut dire faire. Oui. Faire. Or, mon ami mathématicien me disait, mais quand même, c'est extraordinaire. Est-ce que tu as vu que dans l'univers, il n'y a rien, tout s'interprète mathématiquement, et il n'y a rien de mathématique à voir. Il n'y a pas de rond parfait. Oui, bien sûr. Oui. Bon, géométrie. Tout ça, on est dans les idées, les idées de Platon, etc. C'est extraordinaire. Mais, et puis, tout ça, ça nous renvoie à Pythagore. Oui. Mais ce que je voulais quand même dire à Jean, c'est que quand alors c'est au-dessus de moi, c'est pas ma génération, c'est au-dessus de la mienne. Alors moi, j'ai fait latin-grec, mais on était déjà des... Oui. Vous vous souvenez peut-être de Jules Vallès. Jules Vallès considérait que le latin et le grec étaient vraiment des instruments de torture. Mais ils étaient aussi un instrument au service de la bourgeoisie. Et il s'est déchaîné dans des lettres contre le latin et le grec. Dans l'insurgé. Voilà, oui, et il voyait évidemment, en plus derrière le latin et le grec, les curés. Oui, le latin d'église. Voilà. Et comme disait... Lequel n'était pas du latin. Voilà, comme disait un paysan charmant, le seul latin que je connaisse, c'est Kyrie eleison. Oui, c'est du grec. Le seul moment où on parle grec. Pardon, je reviens à Vallès parce que figurez-vous que j'ai travaillé dans les archives de la préfecture de police, qui étaient dans les greniers du quai des Orfèvres, à l'époque. Ils ont peut-être été transférés maintenant. Et là, je suis tombé sur le dossier de police de Jules Vallès. Ça, c'est drôle. Très bien fait. Ah, oui. Très, très bien fait. J'ai pu tirer énormément d'informations. Non, alors, ce que je voulais répondre... Pardon de vous avoir interrompu. Pardon. Alors, ce que je voulais répondre à Jean, c'est que quand, à la génération de mes parents, peut-être encore à la vôtre, Olivier, on peut le dire, on a 11 ans d'écart, c'est pas non plus énorme, mais... quand on était sélectionné sur le latin et le grec, d'abord, ne croyez pas, le latin, je connaissais un type qui était professeur de marketing et qui disait il faudrait faire du latin en école de marketing. J'ai dit, on n'y arrivera jamais, c'est la révolution culturelle, là, justement. Mais il disait, mais il n'y a rien de mieux pour... analyser une situation, il faut chercher le verbe, ensuite il faut chercher le sujet. Et c'est vrai, c'est de l'analyse marketing, c'est pas faux. Et on avait non seulement ça, qui était donc une façon de faire fonctionner l'esprit, le cerveau, comme les maths, d'accord, sauf qu'il y avait un contenu patrimonial, il y avait une culture, il y avait toute l'histoire de la Grèce et de Rome. Donc, c'était pas seulement apprendre à monter un Lego, comme on peut le faire avec les maths, on le fait aussi avec le latin,
Mais en plus de ça, il y avait une mémoire civilisationnelle. Et je trouve que c'était mieux à l'époque où on sélectionnait sur le latin et le grec, ce qui ne nous a pas empêché d'avoir parmi les plus grands scientifiques du XXe siècle, je pense notamment à Poincaré, Henri Poincaré, c'est extraordinaire. Bon. Alors on a plein de messages de notre émission. Alors attendez, celui-là. Qu'est-ce qu'il raconte? Par ailleurs, Jean nous dit que... Ah non, c'est pas lui qui nous dit que notre émission est passionnante. Au contraire, nous, on a rien d'important à dire. Donc, le wokisme, dit ce message, a commencé en 89. Alors, ça renvoie un peu à ce que vous disiez avec Mao. Car en fait, du passé faisant table rase, dans votre bouquin d'ailleurs, vous donnez les... Je fais l'analyse exacte. Oui, c'est tout ce qu'il faut séparer, voilà. c'est-à-dire toute la mémoire justement, toute la culture chinoise. Ce que les maoïstes appelaient les 4 vieilleries. Voilà, les 4 vieilleries. Qui empoisonnent les esprits depuis des millénaires. Voilà, ouais. Et alors, allez-y, citez-les comme ça. La vieille culture, les vieilles coutumes, les vieilles habitudes, mais un programme donc qui sent son pré-wokisme à plein nez. C'est le pré-wokisme à plein nez, bien sûr. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, alors on peut chercher des ancêtres évidemment très loin, il y a quelque chose, il y a un poison, disons, dans 1789. Oui. Si on faisait parler des jurys, je l'ai fait ici, j'ai fait venir l'excellentissime professeur Coronel de Boissezon, et qui nous a parlé justement de la rupture avec la Révolution française, et notamment dans ses conceptions juridiques, et qui permettent de comprendre qu'à un moment, on a dit, voilà, on va partir à zéro, on va nier toutes les coutumes, toutes les traditions, toutes ces choses-là. Donc c'est vrai que c'est pas faux. Ça paraît bizarre ce que dit ce... Non, je ne sais pas si c'est un monsieur ou une madame. Il y a même un langage. Il y a un certain nombre de mots qui, dans la Révolution, sont wokistes. On sent un glissement de sens qui est révolutionnaire, qui abolit une forme de passé, c'est clair. Mais malgré tout... mais ça se fait pas si vite que ça. Voilà, mais quand on critique aujourd'hui le wokisme, critique le patriarcat, qu'est-ce qu'on fait quand on coupe la tête du roi? On critique, effectivement, enfin, on assassine un patriarche. Le père de la nation. Le père de la nation, c'est vrai, c'est pas faux, il y a un lien de continuité. En tout cas, c'est pas... Moi, je suppose que Jean me connaît pas, c'est pas moi on va convaincre que la République... Vous non plus, d'ailleurs, Olivier. Oui. Alors, on a... un monsieur qui nous envoie ce message. J'écoute votre émission actuellement. Je n'ai pas entendu parler du prix Nobel de physique obtenu par Jean-Gilles de Gênes. Alors, l'idée, c'est quand même pas de faire la liste des prix Nobel. Prix Nobel on n'est pas sur la liste des prix Nobel. On était sur le fait qu'on évoquait un certain nombre de... Oui, pour dire que... Dans un contexte français où il y a qui est pourtant morose. Morose. Un effondrement du savoir et des universités. Mais il y a des résistances et je crois qu'il faut espérer, il ne faut pas désespérer, justement. Il y a des îlots. Vous savez, c'est Jean-Louis Harwell. Grand professeur de droit, bien sûr. Un grand ami personnel, qui, dans Culture et contre-culture, nous fait cette comparaison. Il dit, voilà, nous sommes dans la situation post-carolingienne où... il y a des îlots de résistance lettrés. Ah oui. Moi, j'aurais dit mérovingienne. Mais pré-carolingienne. Pré-carolingienne, parce que Charlemagne va restaurer... Justement, la Renaissance carolingienne. La Renaissance carolingienne. Mais elle ne va pas durer. D'accord. Elle ne va pas durer. Oui, très bien. Ces îlots, ce sont les monastères. Oui. Dans un immense océan de brume, d'effondrement wokiste. Enfin, c'était pas wokiste, c'était la barbarie générale partout. Et à partir de ces îlots de résistance médiévaux, on va avoir la belle Renaissance du XIIe siècle. Oui. La Renaissance du XIIe. Nous sommes un petit peu dans cette situation, disait-il, et je crois qu'il n'a pas tort. Parce que le wokisme a continué de se répandre comme une vague obscurantiste, comme la négation absolue de la réflexion. Vous savez, c'est Marcel de Corte avait écrit un livre qui s'appelait « L'intelligence en péril de mort ». Et je crois que c'est Finkielkraut qui, il y a 25 ans, avait déjà écrit un livre qui disait aussi sur
je n'arrive plus à retrouver son titre, mais c'était l'effondrement de la pensée, quoi. La défaite de la pensée. La défaite de la pensée. Exactement. Et or, on nous dit que le QI des Français baisse. Oui. Or, je m'interroge, là je ne suis pas du tout spécialiste de la question, mais le QI, je croyais que c'était quelque chose d'inné. Donc, si le QI baisse, c'est que ce n'est pas tout à fait de l'inné, c'est aussi de l'acquis. Et que la relation très dialectique entre l'inné et l'acquis fait que l'inné souffre d'un effondrement des méthodes d'acquisition du savoir et de réflexion. Ça peut être aussi épigénétique, c'est-à-dire les parents boivent, les enfants trinquent. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils mettent au monde des enfants qui ont en moyenne un QI inférieur. C'est une hypothèse que je soulève parce que je ne suis pas du tout... Quoi qu'il en soit, nous avons... Alors, avec les écrans en plus. Les écrans, oui. Nous avons un crétinisme qui s'étend, qui se répand comme une lèpre. Alors, il faut expliquer, je pense, à beaucoup de gens qui nous regardent, donc ils sont devant un écran, ou qui nous écoutent, parce que il y a un mode d'accès au savoir par l'audiovisuel qui est un mode passif. Oui. Je cite quelquefois l'exemple des Malheurs de Sophie. Pourquoi ? Parce que je me souviens, quand j'étais tout petit, ma grand-mère me lisait... l'épisode où Sophie se fait courser par un loup parce qu'elle a désobéi, comme d'habitude. Elle est restée à manger des framboises, je ne sais quoi, des cassis, et dans le bois. Et bon, si vous lisez le texte, eh bien, il vous est dit, Sophie était assise sur une souche d'arbre, elle avait une robe blanche piquetée de petites fleurs rouges, et elle mangeait ses groseilles ou ses framboises. Et tout à coup, elle vit à travers le sombre feuillage vert sombre 2 yeux jaunes qui la regardaient, un loup, etc. Quand vous lisez ça, vous êtes co-créateur de l'œuvre parce que c'est votre imagination qui est en marche, c'est votre intelligence qui fonctionne. Voilà. Et donc, c'est votre teinte, c'est votre nuance de blanc, c'est votre nuance de rouge, etc. Déjà, quand ma grand-mère le lit, elle le lisait admirablement, elle m'imposait quand même. C'est pour ça que Saint-Benoît, quand il ordonne la lecture recto tono, c'est pour éviter tout subjectivisme, voilà. et que les moines entendent l'évangile, la Sainte Écriture. De mélopée uniforme, monocorde, pour ne pas, en effet, introduire trop de subjectivité. Mais oui, c'était génial, c'était un génie de la communication. Ah oui, tout à fait. Mais regardez, par exemple... Alors attendez, j'ai pas fini. Oui, mais c'est dans le même registre. Vous avez lu un roman. Oui. Et puis vous voyez le film. Ah oui, absolument. Et alors pire que tout, parce que moi qui suis... Vous êtes déçu. Oui, alors... Par le film. Voilà, moi qui suis d'une génération beaucoup plus superficielle que la vôtre, d'avoir lu Tintin, par exemple, et tout à coup regarder un dessin animé où on me donne la voix de Tintin. Oui. Et la première fois que c'est épouvantable. Moi, c'était pas du tout ça, la voix de Tintin dans mon... Vous voyez ? Donc, je n'étais plus créateur. Non. J'étais passif, voilà. J'avais un message. Alors, il ne s'agit pas de jouer, enfin, d'attaquer des moulins à vent. Bien sûr, c'est pas possible. Mais on peut citer quelques cas. Prenez Le Grand Mône, qui a été un roman de notre jeunesse. Bien sûr. Jeunesse adolescente. Le film. Ah, j'ai pas vu la film. Jean-Gabriel Albico, qui est tout à fait méritant, mais c'est catastrophique. Ah ouais. Et même Le Hussard sur le toit, qui est un des films, si vous voulez, qui est le moins éloigné de lui, et qui blesse moins notre imagination, qui a construit, indépendamment du film, les images. Et même Le Hussard sur le toit ne vaut pas la lecture du livre. Il y a de très rares exceptions, j'en cite une. Oui. La ferme africaine qui va devenir Out of Africa. Ah oui. Qui est un film magnifique. Absolument magnifique. Et je dois dire que le film est plus beau que le roman. C'est quand même étonnant. Oui, c'est plutôt rare. Par cette auteure danoise, pendant que je vous parle, j'oublie son nom. C'est la ferme... Blinken. Blinken. Oui. Alors, oh là là. Alors là, on a un monsieur qui nous fait un long message. Bonsoir à tous. On est 2, mais enfin, on est nous tous. Après tout, on est plusieurs, hein, vous et moi.
Oui, bien sûr. Grâce à vous, je viens de découvrir l'existence du bagne des Anamites. Eh oui. Oui. Eh oui. Concernant mon sentiment tout personnel sur les mathématiques, j'ai eu des enseignants sans fantaisie ni culture, sauf l'un d'entre eux qui possédait l'encyclopédie Diderot et d'Alembert chez lui et qui était capable de séduire le latiniste que j'étais. Ah oui. Bon, cela dit, l'encyclopédie Diderot et d'Alembert, c'est quand même très subversif, mais Oui. sinon, c'est propagandiste pour dire les choses comme elles sont. Hein. Ce qu'il y a de mieux, c'est les planches. Oui, mais alors les plans. Magnifique. Oui, mais alors elles peuvent être très propagandistes. Hein. Oui, oui, oui. Oh là là. Sinon, c'était une manière aride. Je vais vous dire, Monsieur Paul, quand vous avez un mauvais prof, vous pouvez pas aimer la matière, c'est pas Non, non, possible. Mais C'est c'est impossible. c'est subjectif. Mais c'est peut-être, absolument. Et c'est ça. C'est pour ça qu'il faut un corps de professeurs qui ait la passion. Alors, c'était une matière aride où l'on n'expliquait pas à quoi tous ces outils pouvaient servir. Bref, des répétiteurs de collège sans imagination ni brio. Et puis, si l'X formait automatiquement des esprits supérieurs, alors on n'aurait jamais eu ni un président Lebrun, major de sa promotion, ni un... C'est très vrai ce qu'il dit. Ni un Giscard, ni ce célèbre polytechnicien qui atteignit des sommets inégalés jusqu'à présent et qui se rangea dans la collaboration, Jean Bichelonne. Oui. Pardon pour cette sortie un peu démagogique, Non. mais vous me comprenez en partie sans doute. En revanche, je pense qu'on devrait impérativement apprendre la logique en collège et au lycée pour éviter les esprits tordus. Oui. En collège, la logique, je sais pas, Aristote, il faut peut-être attendre un peu le lycée quand même. Et Albert Lebrun, polytechnicien, je crois qu'il était premier de sa promotion. Oui, major, il vient de major, le dire, Paul, Major, là. vous savez comment il finissait ses discours? Ne- En pleurant. En pleurant. En pleurant, oui. L'émotion, c'est important. Hein. Oui. Alors, moi qui n'ai jamais été... il paraît que vous allez le reconnaître. Moi qui n'ai jamais été dans les premiers de la classe en grec et en latin, dans ma carrière militaire ou civile, c'est toujours à moi que l'on donnait des lettres un peu délicates et difficiles à écrire, car je savais utiliser au mieux les ressources extraordinaires du français pour exprimer sa pensée. Bien évidemment, cette capacité venait du fait que j'avais fait du latin et du grec, ce dernier m'ayant permis ensuite de démarrer plus rapidement le russe. Vous chercherez, c'est quelqu'un que vous connaissez. Et cela dit, tiens, ça me fait penser que j'ai fait le pari avec un romancier de le saluer. Je pense qu'il nous écoute. Bonjour Bernard, je pense que tu nous écoutes. Je ne vais pas dire le nom du romancier en question parce que ça te gênerait quand même. Mais c'est un romancier tout à fait pignon-sur-rue et il se prénomme Bernard. Eh bien, je vais vous dire, cher ami, je garde votre anonymat. Le latin et le grec, en quelque sorte, c'est quand même un peu le jardinier de l'intelligence. Alors, le latin, Belle c'est... formule, j'aime bien. Oui. Oui, parce que le latin, c'est vraiment la langue impériale, quoi. Oui. Quant au grec, c'est d'une richesse très supérieure à notre langue. Hein. Il faut bien le dire, c'est extraordinaire. Le nombre de mots pour parler de l'amour, pour parler d'un tas de notions, c'est extraordinaire. On n'a pas tout ça en français. Et puis, non seulement c'est cette belle langue riche, profonde, mais ils ont tout compris sur l'homme. Tout. Ouais. Ah oui, bien sûr. Tout. Ils nous enseignent, hein, les mythes, c'est la sagesse, bien sûr. Alors, j'aimerais revenir quand même sur le problème du numérique. On l'a évoqué, vous savez, Internet, les écrans, etc. Blixen nous dit... Blixen, voilà, Karen Binsen. Oui, c'est gentil. Mais vous savez que, il me semble que notre génération, la vôtre comme la mienne, qui est la même. Ah, c'est la même? Oui. Je ne relève pas. Notre génération profite beaucoup plus de la galaxie numérique. Parce qu'elle a derrière elle la galaxie Gutenberg. Oui, mais bien sûr, oui. Vous voyez ? On a appris à chercher déjà. Voilà. Et puis, à distinguer ce qui est... À distinguer, voilà. Ce c'est la meilleure et la pire des choses. Voilà, exactement. Le web. On se déchaîne contre les réseaux sociaux, contre le numérique. Mais en réalité, c'est un outil prodigieux pour qui a derrière lui cette galaxie que j'ai appelée Gutenberg, c'est-à-dire le livre, la lecture, latin, grec, etc. Moi qui ai fait du latin en prépa, sans dictionnaire, puisque je préparais l'école des chartes. Ah oui. Et nous vous êtes chartiste? Oui. Alors, je ne suis pas chartiste. Vous avez préparé l'école des chartes. Ouais. Mais nous devions faire nos versions sans dictionnaire. Bon. Les versions, ça va encore. C'est le thème. Le thème, c'était le naufrage. Oui, oui, le thème, oui.
Et voilà, encore quelqu'un qui c'est Karen Blixen. Ben Karen oui, Blixen. merci beaucoup. Bravo pour l'émission, c'est gentil. Alors, quelqu'un qui dit encore, alors là je ne sais pas si c'est un monsieur ou une madame, l'intelligence se cultive et doit s'appuyer sur les connaissances qui, par leurs contradictions ou leurs insuffisances, sont la source des interrogations qui conduisent aux découvertes. Et oui, Oui. Pasteur disait, le hasard ne favorise que les esprits qui ont été préparés. Oui, voilà. C'est tout à fait juste. Oui. Et je vais donner un tout petit exemple. Tiens, quand j'ai écrit, vous me dites que vous m'avez fait l'honneur de lire mon histoire mondiale de la Grande Guerre. Ah oui, c'est vrai, vous Oui, l'avez reçu d'ailleurs. oui. C'était la philosophie, je vous Oui, avais dit, l'histoire mais de aussi la Grande philosophie. Guerre. Mais la Grande Et Guerre, en 1915, j'ai apporté il y a... ma toute petite pierre à votre édifice. Oui. Ah oui, c'est vrai, parce Oui. qu'il y a un monsieur Pichon qui a voyagé en Russie au moment de la première révolution, celle de Voilà, mars, voilà. avant le coup d'État de Lénine. Et je raconte cette chose-là, je le cite souvent en exemple. Il y a une offensive en 1915 allemande en Russie. Car l'Allemagne croit qu'elle va pouvoir écraser la Russie après ses victoires extraordinaires de Tannenberg Tannenberg et les lacs Mazur. Et lac Mazur, c'est ça. Et puis, je ne sais pas pourquoi, enfin, évidemment, l'offensive s'arrête et il y a une espèce de rumeur qui était née disant que c'était le dégel qui avait arrêté l'offensive. On est en février. Alors là, il y a une petite lumière rouge qui s'allume dans votre cerveau, parce que vous dites en février, le dégel, près de Saint-Pétersbourg, enfin, pas si près de Saint-Pétersbourg, mais en tout cas sur la Baltique. Non, ça, c'est pas possible. Surtout à cette époque. Alors Réchauffement climatique, voyons. Maintenant, avec le réchauffement, bien sûr. La Rasputitsa, voilà. c'est beaucoup plus tard. C'est en avril à peu près, ouais, bien sûr. Donc c'est pas, voilà. Donc ça, c'est une formation qui nous permet effectivement d'aller sur Internet et d'essayer de distinguer le bon gré de l'ivraie. On n'a plus beaucoup de temps, cher Olivier Pichon. Il y a un bravo. Étant né dans les années 70, Jérôme nous dit « L'école me proposa juste l'enseignement optionnel du latin, et oui, hélas, que j'ai effleuré ainsi. Vous avez tout à fait raison, le grec et le latin sont des fondamentaux dans la culture française. Étant ingénieur de formation, je suis malgré tout d'accord que les maths enseignées ne sont pas assez pratiques. Bonne continuation. » Voilà, et il nous reste 2 minutes. Merci beaucoup en tout cas, Olivier Pichon, d'être venu. Ça a été un échange très riche. Je ne m'attendais pas, évidemment, à moins bien de votre part, parce que nous nous connaissons. Et je sais... Je rappelle encore, et je vais encore me tourner vers la caméra, je rappelle encore ce livre que vous devez absolument vous procurer, qui est vraiment un très, très beau livre, et très bien écrit. Et j'aime beaucoup votre style, Olivier Pichon. C'est un style, je répète, très elliptique, je dirais presque militaire. C'est pas César, c'est pas tout à fait César. Vous savez que... Non, je t'ai plus, mon cher. Non, mais César passe pas pour un très grand homme de lettres par rapport à Cicéron, mais disons qu'il a ce style, voilà, un peu... Mais vous, c'est encore plus nerveux, et je trouve ça très agréable à lire, vraiment très agréable. Et maintenant, nous allons rendre l'antenne. Voilà. À très bientôt. Dans 4 semaines, le 24 mars, jour de mon anniversaire, eh bien, je recevrai 70 ans. Je recevrai quelqu'un pour nous parler de l'intelligence artificielle et son impact sur l'enseignement. À bientôt, chers auditeurs, le 24 mars à 18h. Merci Yves-Marie, et je salue tous les auditeurs et les téléspectateurs.